Bonsoir à tous, on va démarrer la conférence de Julia Turpin, que je suis ravi d'accueillir et qu'on a l'honneur d'accueillir à l'école. Je vais présenter très rapidement l'agence et puis Julia va dérouler sa conférence. Donc Julia est coopératrice de l'agence Grand 8 Architecture, qui est une scope d'architecture basée à Paris dans le 19e, pas loin du projet qui va être présenté ce soir. Avec une pratique engagée et hyper locale, comme l'indique le nom de la conférence, sur des projets engageant des matériaux bio et géosourcés, qui nous intéressent particulièrement à l'école, et qui est parfaitement dans le thème de l'exposition agriculture-architecture, et dans la pratique de l'agence, et particulièrement dans ce projet, donc qui est un des premiers, ou sinon le premier, équipement alliant agriculture, architecture à Paris, puisque c'est une ferme urbaine, et donc la première ferme de polyculture parisienne. C'est un projet qui a été pas mal publié, mais qu'on va être heureux d'entendre dans le détail, et qui a été notamment exposé au Fibra Award en 2019, puisque le projet a été finaliste de cette sélection de projets internationaux sur les fibres végétales. Voilà, je vais laisser Julia engager la conférence. Merci. Bonsoir, bonsoir Nantes. Donc, je ici vous présenter une de nos motivations pour lesquelles on est engagé. Bien sûr, c'est la première, elle n'est pas exposée sur cette diapositive, mais c'est de s'amuser et de prendre du plaisir. C'est pour ça qu'on fait les choses comme on les fait. Parce que de faire les choses différemment, c'est plus amusant. Et là, ce qui se passe, et vous êtes tous au courant, depuis 2020, la masse des produits fabriqués par l'activité humaine, enfin, en relation avec l'activité humaine, est plus lourde que la biomasse végétale. Ça provient d'une étude parue dans Nature. Aussi, depuis le XVIIIe siècle, la biomasse végétale a été divisée par 2, et tout ça, ça va pas s'arranger parce que on a besoin de plus en plus de logements pour loger tout le monde. Donc, comment faire pour essayer d'inverser un peu les tendances et de continuer à prendre plaisir et à faire des choses ensemble. Donc, déjà, ensemble, donc créer un réseau professionnel local et engagé. Donc, des personnes avec qui on peut travailler. Donc, c'est des maîtres d'ouvrage, des artisans. Donc, maîtres d'ouvrage, ça peut être des associations, mais aussi des maîtrises d'ouvrage publics ou privés. Des artisans, des artisanes, bien sûr, des transformateurs de matériaux, des personnes qui vont vendre ou donner ou remettre à neuf des matériaux, aussi des réseaux comme des réseaux qui promeuvent l'architecture écologique, comme la paille ou le réemploi des matériaux ou le chanvre. Enfin, voilà, donc tout ça, on est très en lien avec tout ce monde-là, ce qui nous permet de tisser nos projets avec les liens qu'on a construits dans le quartier. Donc pour nous, le quartier, c'est le nord-est parisien. Là, c'est une carte. Bon, vous voyez à peu près l'échelle grâce aux îlots qui indiquent un petit peu les projets sur lesquels on a travaillé. Enfin, non, il n'y a pas les projets, mais enfin, on a la majorité de nos projets qui sont situés dans ce cercle. C'était pas vraiment un choix au départ. C'est dû au fait que Clara habite dans ce quartier-là et que j'y travaille avec elle depuis de nombreuses années.
Et donc, de fil en aiguille, on a réalisé beaucoup de projets dans ce périmètre-là. Et au départ, ce qu'on n'avait pas imaginé comme une force, ça l'est devenu. Parce que grâce à ça, on connaît extrêmement bien le tissu et tous les acteurs dont je vous ai parlé, avec qui on n'aurait rien fait, en fait, sans eux. Parce que c'est vraiment grâce à notre travail en commun qu'on a réussi à imaginer les choses telles qu'on les fait dans nos projets, puisque c'est le fruit d'imagination commune. Donc, le plus en détail, on va voir le projet de la ferme du Rail qu'on a commencé à imaginer en 2015, fin 2014. C'était un appel à projet lancé par la ville de Paris, Réinventer Paris, qui met à l'appel à projet 23 sites donc sur le territoire parisien, dont celui-là, le site de la rue de l'Ourcq, dans un but en fait, c'est un appel à projet, donc c'est pas un concours. Donc, elle demande à ce que des équipes de maîtrise d'œuvre, maîtrise d'ouvrage se montent. Il n'y a pas de programme prédéfini. C'est à l'équipe d'architectes et de clients, si vous connaissez pas encore les termes maîtrise d'œuvre, maîtrise d'ouvrage, je ne sais pas où vous en êtes là-dedans, mais et du coup, on imagine aussi le programme. Donc, pour nous, c'est l'occasion de revenir un peu au temps d'étudiante, parce qu'on peut imaginer un programme, ce qui nous est jamais offert dans la profession. Souvent, on a un programme déjà, enfin tout le temps en fait, on a un programme établi auquel on doit répondre. Là, c'est ouvert, on propose ce qui nous plaît, donc avec Travail et Vie, donc qui est une entreprise d'insertion qu'on a rencontrée donc dans le quartier comme tous les autres sur la carte que vous avez vue tout à l'heure. Et Réabail, pareil, on imagine avec eux un endroit, un lieu sur ce site qui puisse à la fois participer à la réinsertion des personnes pour le logement, mais aussi la réinsertion par le logement et la réinsertion par le travail. Donc Réabail, pour simplifier, je simplifie un tout petit peu, Réabail s'occupe et gère la partie de la réinsertion par le logement et Travail et Vie, la réinsertion par le travail. Donc Réabail est un bailleur social et Travail et Vie, une entreprise d'insertion. On s'appuie en fait sur les activités déjà présentes dans le quartier, portées par ces deux structures pour les faire grandir sur le site. Donc, Réabail et Atoll 75, qui est une association pilote depuis longtemps, réalise de l'insertion par le logement, tout d'abord en faisant des maraudes dans la rue, en allant proche des gens pour essayer de les sortir de la rue et pour les aider à se loger. Travail et Vie par le travail en proposant donc des activités de maraîchage et d'essayer d'embarquer les gars avec eux pour réaliser des heures d'insertion, surtout sur le maraîchage, le compostage et des travaux de démolition et de peinture, des travaux plus directement liés au bâtiment. Donc là, on voit les activités qui existaient avant la ferme du Rail, déjà dans le quartier, donc en images. Et le site tel qu'il était quand on l'a visité pour une des premières fois. Donc c'était une ancienne friche, un garage. En fait, c'était un ancien garagiste qui occupait les lieux. Donc on a tout un tas de pollutions à l'hydrocarbure qui sont visibles par la couleur des terres qui est noircie. Bon, on a fait un état des lieux de position qui nous disait clairement les choses, mais ça se voit aussi à l'œil, plus
des carcasses de voitures laissées au fil des années. La question du sol, de la terre, de la relation ville-campagne a été centrale dans la réflexion sur ce projet, parce que l'ambition était pour Travailler Vie d'avoir un lieu de travail sur le site, donc Travailler Vie qui habitera, je vous remonte la première image, on a à droite un bâtiment de logement, donc on a 20 logements dans le bâtiment à droite, et le bâtiment de gauche est un bâtiment d'activité avec les locaux de l'entreprise d'insertion, le restaurant et une serre tout en haut. La vocation de ce lieu est un lieu donc d'hébergement, on a dit, d'hébergement aussi de l'entreprise d'insertion, mais aussi de culture donc du potager. Donc on avait un enjeu de pouvoir cultiver le potager qui est central dans le site, sur le site, parce qu'il a toute la part au sud du projet. C'est de là qu'est pris la photo, c'est pour ça qu'on ne voit pas beaucoup sur la photo. Plus la serre, plus les terrasses de production. Donc tous les espaces qu'on a pu garder cultivés, on les a gardés cultivés. C'est-à-dire que sur les 1300 mètres carrés de la parcelle, elle est toute petite, c'est une toute petite parcelle. On a essayé de restituer 1300 mètres carrés d'espace. S'ils ne sont pas cultivés de plantes nourricières, ils sont au moins plantés. Je pense notamment à la façade nord qui ne nourrit pas, mais qui est plantée d'une grande clématite. Donc, dès le démarrage du projet, en fait, on a commencé par ça. Avant tout. Donc, dès qu'on a eu les clés du terrain, l'entreprise Travailler Vie a mis en place une collecte. Ah, ça, c'est pas normal. A mis en place une collecte de déchets verts du quartier, donc restaurateurs, particuliers, cantines, partenariat aussi avec des magasins comme Biocoop ou d'autres magasins comme ça. Donc pour commencer à faire des essais donc de mélange donc de terre végétale non polluée qu'on a extrait du site, parce que comme j'ai dit tout à l'heure, on peut voir à l'œil si la terre est polluée par les hydrocarbures ou pas, parce que c'était ça vraiment la pollution qui était sur le site. Donc la terre qui n'est pas noire, on sait qu'elle n'est pas polluée par les hydrocarbures. Donc mélanger cette terre avec le substrat qui a été fait en amont grâce à la récolte des déchets verts de Paris, recrée une terre cultivable et avec laquelle l'entreprise Travailler Vie a fait des tests pour la future terre de la ferme. Donc c'est comme ça aujourd'hui qu'est créée la majorité de la terre de la ferme et qui est encore renouvelée tous les jours. C'est grâce à la réalisation donc, de compost sur le site par les personnes en insertion donc, de Travailler Vie, par l'entreprise Insertion Travailler Vie, qui réalise au quotidien la collecte du compost grâce aux petits vélos électriques, les triporteurs qu'on voit totalement à gauche sur l'image. Et voilà. Et du coup, ça permet de renouveler éternellement la terre du site afin qu'elle ne s'appauvrisse pas. Parce que oui, c'est le projet est au bord de la petite ceinture, qui est une ceinture sur la bordure extérieure de Paris, qui fait tout le tour de Paris, comme le périph', mais un petit peu plus en dedans. Donc là, on voit une image du compost, le magnifique composteur électromécanique. Donc il accélère un petit peu la chose. Et il y a aussi des composteurs naturels, enfin sans aide, en bac de bois tout simplement. Il y a les deux. Et le potager au tout début, parce que là, on voit les bordures qui sont toutes pleines de terre. Aujourd'hui, c'est vraiment foisonnant. Et donc, toute cette production sert au restaurant. Donc, le restaurant cultive
avec des produits de la ferme, mais pas que. Parce que comme la parcelle est toute petite et puis on n'a pas la place, imaginons, pour faire pousser toutes les quantités de patates et d'oignons dont a besoin un restaurant qui débite quand même beaucoup de couverts par jour. Donc il y a à peu près 30% de la récolte de la ferme en fait sur le site enfin, la production du site correspond à peu près à 30% des besoins du restaurant. Et les cultures, l'agenda des cultures est réalisé avec Travailler Vie directement afin de faire pousser les choses dont a besoin le restaurant. Et c'est beaucoup de produits un peu particuliers. Donc ça va être les carottes colorées, ça va être des herbes un peu particulières, ça va être tout ce qui est un peu différent et que le restaurateur aura du mal à trouver sur le marché classique. Il le demandera à Travailler Vie. Et voilà. Une autre manière de recréer ou d'entretenir en fait les liens entre la ville et la campagne sur le projet de la ferme du Rail, ça a été d'utiliser donc de la paille comme isolation. Ça m'énerve ce truc. Donc, on a fait appel à un agriculteur qui est à 60 km au sud-ouest de Paris pour nous fournir des petites bottes de paille. Donc, c'est un agriculteur qui travaille beaucoup avec les chevaux. Donc, il ne fait pas que de l'agriculture, il a aussi une activité autour du cheval. Et pour lui, c'est plutôt les petites bottes qui va faire. Donc, c'est parfait pour la construction plutôt que les grosses bottes rondes ou rectangles. Ou alors de demander à un agriculteur vraiment de faire quelque chose de spécial pour la construction. Lui, il n'a pas eu à modifier son mode de fabrication des bottes de paille. Donc, sa botteleuse, il l'a. C'est celle qu'il utilise tout le temps. Voilà, donc... on a travaillé avec lui sur le projet pour l'approvisionnement des bottes. Donc là où on s'est un petit peu planté, c'est qu'on les a commandées trop tôt. Donc le chantier a pris un peu de retard au démarrage. Donc on avait les bottes trop tôt. Voilà, donc ça c'était un peu une connerie. Je pense que c'est pas vraiment un stress en fait. On se rend compte avec l'expérience que ça va, qu'on en trouve. Donc je ne sais pas si vous savez, mais la botte de paille, on en a assez pour isoler largement nos bâtiments. Donc on peut y aller, on peut isoler en paille. Il y a plein de manières d'isoler aussi avec la paille. On peut faire des correcteurs thermiques en faisant en terre-paille. Enfin, il y a beaucoup de choses. On peut aussi faire de l'isolation thermique par l'extérieur en botte de paille. Ça, c'est ce qu'on est en train de faire sur un autre projet à l'agence. Il y a plein de bonnes raisons d'utiliser la paille. La première, c'est que c'est performant vu l'épaisseur à laquelle on pose, parce que ça fait tout de suite 37 cm d'isolant quand on utilise une botte de paille entière. Aujourd'hui, il y a d'autres manières aussi. Il y a de la paille insufflée qui existe. Il y a, moi je ne suis pas fan de la paille insufflée, mais bon, on pourrait en discuter. Il y a la demi-botte de paille aussi qui existe, qui est intéressante, avec une mini-botteleuse. Moi, ce que je trouve bien dans la paille, en plus, c'est que ça peut être l'occasion d'un chantier donc, de formation. Autant pour des entreprises donc en insertion, qui permettent aux personnes en insertion de sortir avec un bagage qualifiant à la suite du chantier ou de l'expérience qu'elle a eue dans cette entreprise, plutôt que d'être reléguée à des tâches comme le ménage. Voilà. Là, ça permet vraiment d'avoir une valeur ajoutée dans le monde du travail, donc c'est super. Et on peut aussi, ça peut aussi être des chantiers participatifs, voilà, ou encore des chantiers de formation avec d'autres acteurs que des personnes en insertion, parce que c'est une technique particulière qui mérite d'être transmise, notamment pour la simple et bonne raison qu'on a besoin
d'avoir une certification pour pouvoir concevoir en paille. Nous, architectes, on a besoin d'être formés à la construction paille pour pouvoir poser de la paille. C'est obligatoire. Donc là, on voit la pause, moment de pause. Donc sur ce chantier, un peu ce que je regrette, mais bon, maintenant, c'est vrai qu'on l'a livré il y a 5 ans, donc les études, c'était il y a 7 ans. C'est la quantité de bois qu'on a posé pour faire les murs à ossature bois. C'est beaucoup. Je trouve que c'est pas été optimisé et qu'il y a une case par botte. C'est pas forcément la bonne solution. Ce n'est même pas la bonne solution. C'est sûr qu'on peut faire mieux. Donc l'économie de matière, même l'économie du bois. Donc là, une belle planche sur la paille et les grains. Donc la paille, c'est uniquement la tige, c'est pas les grains. Donc on prive personne de nourriture. Voilà, c'est un coproduit de l'agriculture. Ça permet aussi à l'agriculteur d'avoir un petit revenu supplémentaire que de vendre ses bottes de paille qu'il a en trop. Vous avez peut-être de la famille avec des fermes. On sait que dans les fermes, il y a toujours de la paille en plus et qui dort pendant longtemps, donc faut vraiment pas se priver. Là, un plan d'étage courant avec un détail du coup sur la paroi. En haut, donc au nord, la salle de restaurant. Et à l'est, les logements. Donc tous les plans sont identiques, très compacts et rationnels. Une gamme partagée par logement. Le tout organisé surtout autour d'une tisanerie. En fait, chaque étage est imaginé comme une colocation. Donc on a un petit espace commun et les 5 chambres qui donnent pratiquement toutes sur cet espace commun. Là, ce qui se passe, c'est que les personnes qui habitent à la ferme dînent à la ferme. Donc le soir et le midi aussi pour ceux qui ne travaillent pas sur le site, tout le monde mange au restaurant avec un petit prix pas cher. Le restaurant change ses repas tous les jours. Donc voilà, c'est un peu une vie avec une petite communauté comme ça qui s'organise. Il y a 20 chambres. Mais il n'y a que 15 chambres pour des personnes en insertion et il y a 5 chambres pour des étudiants. Donc, il y a 5 étudiants qui sont aussi à faible revenu, mais surtout qui ont envie de s'investir dans le projet de la ferme autour d'un projet de vie commune. Voilà. Et donc, toute la partie sud du projet, c'est le potager. De manière bioclimatique, en fait, c'était assez évident donc, de placer le potager à cet endroit-là et les bâtiments autour, de manière à ce qu'ils ne portent pas ombre sur les cultures. Et ça se marie bien, comme ça, les façades sont le plus éclairées possible. On a réalisé des grosses coursives pour faire une protection solaire passive pour les moments chauds de l'été. Bien sûr, à l'ouest, ça fonctionne pas bien parce qu'on est à l'ouest et du coup, il faut mettre des stores verticaux. Voilà pour les grands principes. Et donc, le détail de la paroi ici, avec une vêture en demi-rondin de châtaignier sur laquelle on va revenir après. Un double tassotage pour laisser passer l'eau devant le pare-pluie, un fermacelle pour protéger la paille du feu depuis l'extérieur qui nous a été demandé par le bureau de contrôle, la paille. Et à l'intérieur, on a un isolant complémentaire et encore du fermacelle. Si c'était à refaire, on éviterait d'utiliser un pare-pluie. Et on essaierait plutôt de faire en enduit sur paille. Et voilà, parce que là, on trouve qu'il y a trop de pétrole dans le parc. Enfin bon, ça ne nous convient pas comme détail.
Ici, les détails par niveau. On peut, enfin, plancher bas, plancher intermédiaire et planche et toiture. Ce qui est intéressant, c'est que la toiture, en fait, elle a été aussi réalisée en bottes de paille, isolation bottes de paille. C'était une vraie galère. Là, on a vraiment galéré parce que la paille a pris l'eau, c'était mal protégé. On l'a fait au mois de janvier. Enfin bon, c'était mal fait. Enfin, on aurait dû prévoir un parapluie pendant le chantier, ce qu'on n'a pas prévu, on a économisé, mais c'était pas des vraies économies, c'était pas bien. En tout cas, c'est intéressant de pouvoir faire la paille en toiture. Notamment là, on avait de grosses poutres parce que la terrasse est une toiture terrasse accessible, agrémentée de bacs de culture. Donc, on a une portance de plancher très importante. Donc, des grosses sections de poutres et du coup ça portait la paille, donc c'était cohérent en fait d'avoir du poids à cet endroit-là parce qu'on demandait de toute façon d'emporter beaucoup, donc ça allait dans la logique, tout le monde pour les bureaux d'études c'était dans la bonne lignée, donc tant mieux. Et un autre aspect pour cette connexion donc au sol, au vivant et là à la forêt, c'est l'utilisation donc de taillis de châtaigniers pour la façade, pour l'habillage de la façade. On a rencontré, donc on voulait le faire en région parisienne, mais on a les contacts qu'on a eus, on n'a pas réussi en fait à motiver des exploitants de la vallée de la Bièvre, parce qu'il y a beaucoup de châtaigniers dans la vallée de la Bièvre pour réaliser cet ouvrage comme on le souhaitait. Donc on a trouvé quelqu'un, mais malheureusement il était un peu loin, il était à Rennes. Donc c'est Hubert Brosseau qui propose en fait des contrats contrats d'entretien à des propriétaires de petits bouts de forêt, et le châtaignier en fait ça s'entretient, on coupe le taillis pour entretenir la forêt, et c'est ce taillis qui nous a servi à réaliser la vêture de la façade. L'intérêt, c'est évidemment donc ça fait partie d'un entretien. Donc, on ne coupe pas des grosses sections de bois pour réaliser un bardage. Là, le bardage, en plus, n'a pas de... On lui demande rien d'autre que de ne pas pourrir. Donc, il est classe 3, le châtaignier, c'est bien. On n'a pas besoin de le traiter. Et c'était les seules choses qu'on lui demandait. Donc, il est à demi... il a été donc récolté à cheval, grâce à... Pas à cheval, mais le cheval a permis de porter, plutôt qu'un tracteur qui aurait réalisé des ornières dans la forêt. Et juste fendu donc en deux et un petit peu écorcé. Donc là, on voit une photo de la façade avec les personnes qui l'ont posée. Donc là, c'est une entreprise d'insertion aussi, Apige, qui a aussi fait la pose des bottes de paille et l'habillage de la vêture, enfin la réalisation de la vêture, pardon. Avec des personnes en insertion. Là, pour le coup, ça s'est passé beaucoup plus facilement qu'on ne pensait. On s'était pris la tête sur un calpinage de bouts de bois, d'allumettes. Et finalement, ça se passait très bien d'une manière toute simple, en alternant, en faisant un petit calpinage plein vie, le joint décalé d'une
d'un morceau à l'autre. Bon, là, on le voit sur la photo, c'est assez discret. On ne voulait pas la lecture des lignes, ce qui se passe pas trop mal. Cette façade, aujourd'hui, elle est toute plantée. Donc, c'est là les clématites dont je vous parlais tout à l'heure sur la façade nord. Bon, ça, c'est une photo souvenir. Donc on parle d'agriculture, mais dans nos villes et aussi dans nos campagnes, de toute façon, c'est plutôt une pratique de paysans. C'est le glanage. Donc on peut glaner des matériaux de production ou qu'on trouve dans la nature, mais notre nature aussi, c'est le bâtiment, la ville, et le déjà là dans le bâtiment. Donc ici, on a glané là de la pierre. À Paris, il y a la ville de Paris qui a un gros stock de pierres, donc de réemploi. Ça s'est bien fait depuis longtemps. Je pense que ça s'est jamais arrêté, un petit peu comme le parquet, c'est-à-dire qu'on ne jette pas les cailloux. Surtout quand ils sont un peu façonnés, un peu beaux, c'est pas voilà, on le fait pas. Et la ville de Paris a tout un stock avec bordure de trottoir, pavés. Bon bah ça c'est chic les pavés, mais bordure de trottoir, pierre de cimetière, dalles aussi. Là dans ce mur, on a aussi mis des dalles sur plot de réemploi où ça a mal fini parce qu'en fait, elles avaient été posées, elles avaient été entreposées sans être protégées de l'eau. Et donc, il a plu dessus, il a gelé. Et du coup, les pierres sont devenues gélives. Donc, quand on les a reposées, comme elles avaient gelé, dégelé, elles se cassaient. Donc, on les a mis en œuvre sur la terrasse tout en haut. Et quand les gens marchaient dessus, elles se cassaient. Donc, on les a toutes déposées et elles ont fini dans le mur. Bon, voilà, c'était déjà ça. Mais, et puis, ça nous a appris qu'il fallait protéger la pierre pendant l'hiver. Enfin, surtout de cette épaisseur-là et surtout si l'eau s'évacue pas, parce qu'en fait, elles étaient collées les unes aux autres, donc ça craignait. Et ça a permis à l'entreprise Travail et Vie, sur ce premier chantier, de commencer à se former en fait à la pose de la pierre. Et maintenant, on a fait plusieurs chantiers avec eux où on a là, c'est de la fausse pierre sèche. On dirait de la pierre sèche, mais c'est pas de la vraie pierre sèche. Il y a du ciment derrière. Il ne se voit pas, mais il est là. Mais sur d'autres chantiers, on a fait avec eux donc des chantiers pierre sèche. Aujourd'hui, ils sont formés à la pierre sèche et ils posent de la pierre sèche issue du stock de la ville de Paris sur nombreux de chantiers qu'on fait ensemble. Un autre glanage, donc là c'est Marine, une des 3 coopératrices Grand 8, qui était à l'agence au début pour un stage, et là c'était pendant son stage et elle est jamais partie, on l'a séquestrée. Et elle avait trouvé un revendeur en fait de stock de carrelage. C'était un monsieur qui avait une entreprise dans le bâtiment, qui avait accumulé durant toute sa vie d'entrepreneur plein de petits paquets de carrelage. Donc Marine est allée les voir. Elle a essayé de prendre les plus petites quantités pour finir des petits morceaux. Et on les a placés donc dans les salles de bain. Là, on a été un peu timide au début pour ce chantier-là de la ferme du rail, parce qu'on en a mis qu'un petit peu. Là, on voit que tout le blanc, donc c'est où le écru là sur la photo, c'est du neuf. Et le bordeaux, les 2 teintes de bordeaux, c'est donc fin de stock. Mais aujourd'hui, toutes les salles de bain qu'on fait, absolument toutes, elles sont 100% carrelage de fin de stock. Donc ça peut provenir
d'une fin de chantier. Imaginons fin de chantier sur lequel on travaille. On peut aller chercher nous-mêmes le carrelage. Bon, ça, c'est à l'occasion, c'est à la marge. Beaucoup d'entreprises qui ont un tas de carrelage qui est en train de mourir dans leur entrepôt parce que, comme ce monsieur, ils accumulent et puis ils jettent pas, sauf que là, ils nous le donnent parce que eux, ça leur fait de la place. En fait, ils ramènent ça des fins de chantier. C'est du trop le petit surplus de commandes qu'on prend toujours en sécurité. Ben, nous, on l'utilise. Voilà, on leur finit leur fin de stock et ils sont ravis. Après, il y a aussi l'achat de fin de stock sur soit des plateformes spécialisées ou soit dans des magasins, même type Leroy Merlin qui fait de la fin de stock, c'est possible aussi. Mais nous, on préfère débarrasser les entreprises de choses qui finiraient à un moment ou l'autre à la benne. Ici, c'est un exemple en fait de récupération après donc des salons. Après là, c'est la semaine de la mode, il y a les salons, tout ce qui est événementiel, très gourmand en matière. Là, avec du contreplaqué peint, on a fait donc des placards avec ce contreplaqué donc de réemploi pour les chambres, un placard par chambre. Ça, c'est des sources de gisements assez importantes. On trouve du bois, mais aussi de la moquette, voilà, des matériaux. La moquette, c'est pas très beau, mais on peut en faire pas mal de choses. Peut-être que vous verrez après. Et le bois, évidemment, on a toujours plein de trucs à faire avec du bois. Ici, un exemple de glanage de fenêtres de réemploi liées aux rénovations thermiques réalisées par les bailleurs sociaux. Donc, à la Ferme du Rail, là, on a commencé un travail de partenariat qu'on a continué sur aussi nombreux de nos projets avec l'Atelier Rare, qui est une filière d'Emmaüs, qui sont des femmes qui travaillent en insertion autour du matériau fenêtre, donc autour de la fenêtre démantelée pour les réhabilitations thermiques. Ici, c'est assez intéressant parce donc ça, on l'aurait évidemment jamais fait sans elle. Sur tout ce dessin, en fait, c'est elles qui l'ont réalisé. Et on reconnaît bien, en fait, le montant de fenêtre en bas avec sa petite forme bien caractéristique. Et en haut, sur le parquet en bois debout, on peut imaginer aussi où il est dans la partie moulurée du bas, où elles ont là décidé de le tailler en fait pour ne garder qu'un carré plein. Donc c'est assez représentatif aussi du champ des possibles qu'il y a avec ce matériau. Là, il n'y a pas, ou peut-être qu'il y a tout à l'heure, mais on a aussi fait des jardinières en montant de fenêtres. Enfin, elles font une tonne de choses avec ces fenêtres qui sont absolument superbes et à pleurer de beauté, notamment des tables qu'elles ont fait pour une école à la ville de Paris en marqueterie. C'est dingue de beau. Je vous invite à aller voir leur travail, c'est vraiment fou. Et là, c'est... Ah bah tiens, on les voit là, les jardinières. En montant de fenêtre. Là, c'est le travail réalisé avec les résilientes. C'est quelque chose qu'on n'a pas posé à la ferme, mais c'est un partenariat qu'on n'a pas lâché. Les résilientes sont des femmes aussi, filières d'Emmaüs, qui travaillent, elles, la ressource tissu.
Et grâce à elles, on a pu réaliser beaucoup de choses parce qu'elles sont très créatives et on travaille très très bien ensemble. Là, elles avaient proposé un store réalisé à partir de bâches publicitaires, donc de réemploi. Et c'était un store pour le restaurant. C'était trop cher et pas au goût des utilisateurs. Donc voilà, c'est resté à l'étape du prototype. Voilà, bon, ça c'est la ferme à sa naissance. Aujourd'hui, on voit que c'est un petit peu que la végétation a bien pris. La serre tout en haut, du coup, qui est donc une serre froide qui sert à prolonger les cultures et voilà, et comme pouponnière aussi pour les bébés. Plantes, bien sûr. Et la terrasse. La terrasse, donc isolée en paille en dessous. Elle aussi, elle varie bien selon les saisons. Donc ça, c'est plus des photos d'ambiance de la ferme. Le carrelage, là, en réemploi, en voie en crédence aussi, c'est l'occasion, là, il a été posé par l'entreprise comme le souhaitait le poseur. Donc, on dit aussi au poseur, bah, faites un peu comme vous voulez, ça dépend, on choisit des endroits, on dit, bah, là, c'est comme vous voulez, là, c'est comme on dit, enfin, ça dépend. Ça permet d'un peu plus parler. Et le carrelage, ça fait parler tout le monde. Après, j'aime pas, c'est toujours marrant. Là, une chambre d'étudiant. Le Covid à la ferme. Et voilà. Ensuite, je ne sais pas si on a du temps. Quelle heure il est? Peut-être vous avez des questions déjà et avant que j'entame sur la maison des canaux ou... Ouais, bah sur la question donc de la ressource, on a une idée de ce qu'on peut trouver aujourd'hui. Disons qu'il y a des choses, il y a déjà tout ce qu'on trouve dans le bâtiment réhabilité, parce que pour la plupart, la ferme du rail, c'est un projet neuf, mais aujourd'hui, vraiment, on le referait, si c'était à refaire, il n'y a pas de souci, mais aujourd'hui, on sait aussi l'impact de la structure sur le bilan écologique d'un bâtiment. Donc, on essaye au maximum de réhabiliter. Et on a plus conscience de ça. On se dit, bon, bah vraiment, sauf exception, on dit pas qu'on ne construira plus, mais on dit qu'on essaiera de construire le moins possible. Donc la structure, donc déjà tout ce qu'on trouve dans le bâtiment quand on arrive dans un projet de réhabilitation, souvent il y a beaucoup de choses, plus de choses qu'on ne peut imaginer. Et donc ça, elle est facile cette matière parce qu'on la connaît, on sait la caractériser tout de suite et tout ça. Et ensuite pour le projet futur, on sait que ça va être facile de trouver du bois, on sait que ça va être facile de trouver des fenêtres, on sait que ça va être facile de trouver des sanitaires, des radiateurs, du tissu. Il y a énormément de choses que raisonnablement on peut imaginer trouvables. Et ensuite, même les escaliers, on en trouve là, on fait des escaliers en réemploi. Enfin, si c'est un escalier droit, par exemple, ça c'est super facile. Il y a des choses il y a beaucoup de choses très faciles et il y a quelques trucs qui sont compliqués, comme faire de la structure en réemploi, c'est compliqué. Faire une façade étanche en réemploi, c'est compliqué. Ça se fait, on l'a déjà fait, on l'a déjà vu aussi, ça se fait. La structure aussi, on l'a déjà fait, mais c'est un peu compliqué. Tout ce qui est coupe-feu, tous les ouvrages auxquels on demande d'être
d'avoir un coupe-feu, procès verbal et tout ça, c'est compliqué, même si aussi ça se fait. Donc on essaie plutôt d'aller sur des choses faciles, même si on ne s'interdit pas d'aller sur des choses difficiles. Et c'est souvent au démarrage du chantier, on n'a rien. On a tout ce qui va venir, on l'aura au courant du projet, notamment en marché public, parce qu'en fait, en marché privé, on va pouvoir travailler avec les entreprises en amont, notamment Atelier Rare, les Résilientes, à travers le fil, en fait, tout un tas des partenaires avec qui on travaille sourcent eux-mêmes la matière dans les entreprises. Donc, eux viennent avec leur propre matière. Donc, ça, mais si on est en marché public, tant qu'on n'a pas signé le marché, voilà, on ne l'a pas. Et puis après, il y a toutes les plateformes qui, nous, on peut ou se servir sur les plateformes internes à la maîtrise d'ouvrage des bailleurs sociaux qui commencent à monter leur plateforme, donc qui gardent pour eux leurs produits issus de leur propre démolition et qui remettent en interne sur les chantiers des copains, enfin des autres, voilà, ou les plateformes type Réavi, Bacassia, ça c'est ceux qu'on a dans le coin. Je ne sais pas à Nantes qui a, mais il y a les mêmes, en fait, des plateformes qui centralisent le réemploi du coin, quoi. Et même le Bon Coin, enfin, on peut trouver aussi des trucs sur le Bon Coin. Ou... Après, on cherche un peu partout. Notamment le Bon Coin, on y va si on cherche une cuisine sympa, voilà, si on a envie d'une cuisine un peu rigolote, on va aller chercher sur le Bon Coin. Si on trouve un truc un peu fun, voilà, c'est très varié. Alors là, si j'enchaîne sur... Ah, vas-y, ouais, pardon. Bonsoir, j'ai juste une question par rapport au programme. Est-ce que vous aviez envisagé différents scénarios, tout de suite la question des logements en insertion, de la production maraîchère est venue? Vous avez dit qu'avant il y avait un garage, il restait pas de bâtiment. Enfin, voilà, plutôt sur la question du programme, comment c'est arrivé? Ça marche. Sur la question du programme, on a déjà, si on a répondu à cet appel à projet, c'est qu'on a rencontré Travail et Vie donc avant. Et quand on a rencontré Travail et Vie, on s'est dit hyper envie de travailler ensemble parce que ce qu'ils faisaient, on trouvait ça hyper intéressant, l'insertion par le travail en plus lié au métier du bâtiment et l'insertion par le logement via l'autre société satellite, enfin Bail pour tous et Réabail dont on a parlé. Et du coup, on avait envie de faire un projet ensemble. Et eux, ce dont ils avaient besoin comme outil, en fait, c'était cet outil qui mettent sur un même terrain l'insertion par le travail et l'insertion par le logement, parce que la vraie innovation, en fait, elle est là. C'est sur un même site d'avoir de l'insertion par le travail, de l'insertion par le logement. Ça n'existait pas à Paris. Ça reprend un peu le système des communautés Wacas Emmaüs. Voilà. Et c'est ce dont ils avaient besoin. Donc on a vraiment imaginé ce programme ensemble et on l'a fait fonctionner en discutant ensemble et chacun avec ses domaines de compétences. Donc nous, la mise en espace, eux, ce dont ils avaient besoin dans leur projet social et fonctionnel. Et ensuite, souvent on nous dit mais la ferme, est-ce que c'est reproductible, la ferme, machin? C'est pas la ferme en fait qui est reproductible, c'est la manière de travailler, la manière de faire en fait le programme qui est reproductible, c'est-à-dire de faire avec ce qu'il y a là. Et grâce en fait à ce projet, on a monté une offre, en fait, j'ai envie de dire, qu'on propose à d'autres maîtres d'ouvrage qui ont un projet, qui ne savent pas trop comment l'articuler. Et là, on leur dit bon on peut vous aider à mettre en espace les idées que vous avez, vous aider à peaufiner le programme, de voir quelles connexions on peut faire aussi avec le quartier, qu'est-ce qui existe déjà, et voilà. Donc ça,
Et c'est vrai que c'est aussi la place de l'architecte que d'être en amont du programme et de réfléchir à ce moment-là est vraiment intéressant. Ouais. Je ne pourrais pas être très précise, mais donc il y a... Je crois qu'il y a, il y a énormément, je ne vais pas dire de chiffres parce que je vais dire des bêtises, mais énormément de pistes de financement différents. Il y a 3 grosses poches. Il y a une poche de fonds propres, donc par Réabail qui avait un peu d'argent. Donc c'est Réabail qui a financé tout le projet, même si c'est Travail et Vie. En fait, Travail et Vie loue, c'est pour ça tout à l'heure que j'ai dit que je simplifiais un peu, c'est que Travail et Vie loue des locaux à Réabail, mais en fait ils sont cousins, vraiment ils sont cousins, amis, enfin ils ont les mêmes conseils d'administration, enfin bon, c'est vraiment des structures très très partenaires. Et donc fonds propres, emprunts, financement public pour toute la partie logement. Donc ça, le logement, c'est financé de manière très classique, surtout que là on est en logement très social, c'est très financé. Et par contre, le bâtiment d'activité, pas du tout de financement public et beaucoup de mécénat. Donc voilà, il y a tout un tas de gens qui ont donné je vais exagérer, mais de 2 000 € à 30 000 €. Quoi. Ouais, c'est des petits, même peut-être plus que 30 000, je ne sais pas, mais en tout, l'opération, elle a été assez chère. Elle a coûté 3,5 millions. Donc en 2017, valeur 2017, parce que c'est à peu près, ou 2018, on a commencé le chantier en 2018, donc valeur 2018. Et ça fait 3 500 € du mètre carré, ce qui est beaucoup. Même si on a eu un gros sujet dépollution, voilà, il y a beaucoup de complexité aussi parce que pas beaucoup de reproductibilité dans les espaces. Le chantier hyper difficile d'accès. On a dû construire accéder par la petite ceinture et tout, parce que là on accède par une voûte, donc on ne pouvait pas rentrer par là. C'était super complexe. Mais voilà, c'est un projet assez cher mais qui a pu être financé parce que c'était un projet Réinventer Paris et du coup un peu chic-choc. Voilà. Et c'est le premier des 23 projets qui est sorti, qui a été livré. Parce que c'est le plus petit. Ouais. Oui, ça peut être fait que dans le cadre... Enfin, ça peut être fait. Là, c'est un projet privé. La ferme du rail, c'est privé. C'est un bailleur social privé. Donc là, on était même en marché privé pour les marchés de travaux. Et même si l'appel à projet était public, mais enfin, c'est pas eux qui donnaient l'argent. La ville de Paris, ils n'ont pas donné l'argent. C'est vraiment juste, ils donnaient un cadre et ils facilitaient des échanges avec les services et tout. Après, dans le cadre public, ce qui peut être fait, c'est de réfléchir en amont avec une maîtrise d'ouvrage publique sur le programme, mais sans certitude qu'on fera la maîtrise d'œuvre après. C'est pas voilà. Et effectivement, en concours, c'est pour nous assez frustrant parce qu'on peut pas remettre, enfin, si on peut remettre en question, mais on n'a pas tout cet échange avec la maîtrise d'ouvrage. Ça se passe que par le papier ou par les questions, et pour nous, c'est hyper dur. Donc vas-y. Ça nous est jamais arrivé, mais oui, je pense que oui. Enfin, ça nous est arrivé par contre d'avoir un programme d'architecte qui répondait aussi à la consultation.
Et c'était autorisé. On a posé la question, ils nous ont dit que c'était autorisé. Ouais. On a jusqu'à quelle heure? Pendant combien de temps? 8 heures, ok. Donc là, si vous voulez, la maison des canaux, c'est la suite, le projet qu'on a fait après la ferme du rail. Il y a plein de choses qui nous ont servi dans notre travail à la ferme pour faire ce projet. Et là, c'est un projet full réemploi où vraiment il y a beaucoup de choses. C'est vrai que là, je sais pas trop. Attends, c'est vrai que en fait, on se dit bon bah ne plus construire, essayer donc de réhabiliter. Ensuite, deuxième focus, on se dit bon, on va faire au maximum avec ce qu'on a, sur le site. Si on trouve pas, si on a besoin encore de choses, de toute façon, on aura encore besoin de choses que les choses qu'on a sur le site. Et ben, on va aller chercher, sourcer, donc ex situ. Et si on n'a pas trouvé in situ ni ex situ, bah, dans ces cas-là, bah, on fera appel à des matériaux biosourcés et géosourcés. Et encore, s'il nous manque encore des choses après, il nous en manque toujours évidemment, bah, on va faire appel au neuf. Voilà. Mais évidemment qu'à la fin, on fait toujours appel au neuf quelque part, même si on fait déjà cette démarche-là. Pourquoi je ne peux pas revenir en arrière? Ah oui, c'est là. Là, c'est pour vous montrer tous les champs d'action, enfin pas tous, mais une partie des gros, les plus gros postes en fait qu'on a développés en économie circulaire pour la Maison des Canaux. Donc la Maison des Canaux, c'est la maison de l'économie sociale et circulaire à Paris, tout près aussi de l'agence, donc vraiment pas loin, au bord du canal de l'Ourcq. Et où la ville de Paris, donc là c'est un appel d'offres public lancé par la ville de Paris auquel on répond en conception-réalisation, c'est-à-dire qu'on répond avec les entreprises dans l'appel d'offres. Et c'est même un concours en fait auquel on répond en conception-réalisation avec les entreprises. Donc c'est genre 90% de réemploi. Bon, c'est un chiffre un peu vague, mais en tout cas, il y a énormément de choses faites en réemploi et on est à 70% du montant des travaux avec des entreprises d'insertion. Donc tout ça, on l'a fait avec des entreprises majoritairement, très majoritairement avec des entreprises d'insertion. Et on a développé donc des grands postes. On a aussi profité du chantier pour faire un chantier apprenant en partenariat avec Ecopolis, donc qui permet le développement des réseaux sur l'architecture écologique en Île-de-France et la ville de Paris et nous. Donc on a monté tous les trois un partenariat pour faire cette formation sur le site de la Maison des Canaux qu'on développe aujourd'hui sur d'autres chantiers ouverts donc à tous, mais notamment aux agents de la ville de Paris, mais aussi du coup architectes, entreprises, enfin tout le monde qui a envie. Mais ce que je trouve intéressant, c'est que les agents de la ville de Paris viennent. Du coup, ça leur permet aussi de se former sur les techniques du réemploi. Il y a des grandes familles donc de formation et aussi qu'on peut suivre. C'est intéressant aussi pour la pratique, se dire bon bah voilà, on peut faire des choses en maçonnerie circulaire, donc charpente métallique circulaire, textilerie circulaire, menuiserie circulaire et là c'est aussi du textile ou plâtrerie circulaire. Et on a aussi plomberie circulaire, enfin voilà, tous les lots en fait qui forment le bâtiment. On peut appliquer à tous ces lots une application donc de circularité, donc de formation, de réemploi et de travail aussi avec des entreprises locales et pourquoi pas d'insertion, ce serait bien. Là, c'est donc la structure de la terrasse de la Maison des Canaux qu'on a réalisée grâce à Bellastock et General Metal
en réemploi. Un hangar qui a été donc démantelé, qui était en simple rez-de-chaussée, donc qui n'avait pas subi de fortes contraintes structurelles par le dessus. Le fait aussi que les poutres étaient assemblées entre elles par des assemblages donc démontables. Très important, la manière dont on va assembler les choses dans le bâtiment. Éviter donc de coller, plutôt faire des assemblages qui se démontent pour la démontabilité du bâtiment et sa seconde ou sa troisième vie, ou enfin pour toutes ses vies futures. Et là, donc voilà, on a réussi à caractériser ces poutres. Ça n'a pas posé de problème réglementaire. C'était vraiment assez facile parce que bien caractérisée, donc surdimensionnée aussi. Elle ne porte beaucoup plus que ce qu'elle ne doit porter, donc ce qui rassure tout le monde, notamment le bureau de contrôle. Et en plus, elle est juste posée sur le quai parce que là, donc on est sur un quai, on ne pouvait pas faire des fondations, donc ça permet aussi d'éviter les fondations et de travailler comme ça en répartition de la charge. Et pour les poutrelles, donc qui supportent les voiles d'ombrage, donc les poutrelles en haut, elles sont réalisées avec des cornières déclassées, puisqu'en fait ils sont trompés à la fabrication, ils ont fait les cornières pas à la bonne taille, et donc Général Métal, Julien Jussaume, qu'on voit là, avec qui on a travaillé sur la ferme du Rail, c'était le serrurier de la ferme du Rail, a pu les capter pour les mettre ici. Rebelote sur la pierre, donc en maçonnerie donc circulaire. Là, on a fait appel à Yvan, donc de Ellipse, qui est un organisme de formation qui forme depuis des années autour de la pierre sèche. Ils sont en Ardèche. Et là, il est venu faire un chantier de formation autour de la pierre sèche. Donc muret pierre sèche, calade pierre sèche, escalier pierre sèche, tout ça avec les stocks de la ville de Paris. On avait sélectionné les pierres et pas dans les plus belles aussi enfin nous elles nous plaisaient, mais c'est pas les plus courues. Déjà, voilà, parce que personne n'en voudra. En plus, c'est plutôt gratuit quand personne n'en veut que payant, donc tant mieux. Et voilà. Donc, ça a permis à Travailler Vie, donc cette fameuse entreprise d'insertion, de se former sur le chantier et aujourd'hui d'avoir les compétences, comme je vous disais tout à l'heure, pour faire de la pierre sèche tout seul. On a aussi mis quelques pierres de démolition du projet. Parce que dans le projet, je ne vous ai pas dit, mais le projet, ça consiste à réaliser une rénovation thermique du bâtiment. Donc, on a isolé, changé la chaufferie et aussi réorganiser donc le rez-de-chaussée, créer une grande salle où les personnes pouvaient se retrouver, parce que la vocation de la Maison des Canaux, c'est de faire, entre autres, que les gens se rencontrent, donc elle crée des événements, des marchés et tout, et aussi des petites formations. Donc c'est un grand espace qui a besoin d'être à la fois partitionné à certains moments et à la fois une seule grande pièce quand il y a un événement. Donc pour ça, on a démoli des murs et donc on récupère les petites pierres qu'on voit bien rangées là à côté du padeau pour les mettre dans le muret pierre sèche. Aussi à l'intérieur du muret, parce qu'il a deux faces et un centre. Donc dans le centre qui est pas visible, on a aussi besoin d'avoir une force et ça doit être bien compact. Là, on a mis tous les petits chutes, les petites coupes de pierre qu'on a pu agglomérer au centre du mur pour faire la fabrication du mur. Le sable aussi, bon là pas ce sable, mais une partie du sable qui était présent sous les tomates de la grande salle qu'on a récupéré. On a récupéré
on a récupéré les tomates, mais on a aussi récupéré le sable. C'était des tomates qui étaient posées sur le lit de sable et qui nous ont, le sable nous a en partie, enfin totalement servi, mais c'était une partie du sable pour la réalisation donc de l'assise des pierres de la Calade. Là, c'est la rampe. Ce dont je vous parlais tout à l'heure, donc les partitions de la grande salle, ça on l'a réalisé avec les résilientes, donc loupé pour la ferme du rail, mais là on a réussi à bosser ensemble sur les cloisons séparatives donc de l'espace. C'est manœuvrable par un système de matériel scénique à la main, imaginé par Julien Jussaume, donc, qui lui, dans sa première vie, a travaillé dans le spectacle. Et là, donc, a imaginé le système. Et l'atelier Rare qui a réalisé ces magnifiques cloisons acoustiques à partir donc, de jacquard qui leur a été donné par une super maison. Je sais plus, je me rappelle plus du nom, mais de la très très belle matière de face avec un intérieur isolant acoustique. Donc, ça isole un petit peu les salles les unes des autres. C'est pas une perfectitude de l'isolation acoustique, mais c'est déjà pas mal. Et en tout cas, c'est très beau. Enfin, je trouve ça très beau. Elles ont aussi travaillé sur l'isolation intérieure des bureaux au premier étage. Au premier étage, c'est un chantier qu'on a fait en site occupé. Et on devait donc intervenir en filière sèche. Donc pas de plâtre, pas de bande, pas d'eau, pas. Voilà, il fallait qu'on les gêne le moins possible et qu'ils n'aient pas à bouger toutes leurs affaires. Donc on a fait une isolation discutable mais intéressante pour ces raisons-là, pour la filière sèche. C'est qu'on a récupéré en fait de la laine minérale de réemploi, donc tous ces bureaux en fait qui sont refaits à tire-larigot tous les 5 ans, voilà, de manière compulsive. Là, on a récupéré la laine minérale des cloisons qu'on a mis en isolation thermique intérieure, donc contestable, parce que ça va pas être la meilleure isolation qu'on peut faire sur ce bâtiment. Et nous, ce qu'on essaye de faire, c'est plutôt l'inverse, c'est-à-dire de proposer, même avec le réemploi, quelque chose qui sera mieux que la solution de base. Enfin, bon, ça constitue la solution de base, mais bon, enfin, pour nous, c'est même pas la solution de base. Mais bref, on avait besoin de faire quelque chose en chantier sec. Donc, on l'a fait comme ça. Et aussi, l'avantage, c'est que c'est pas un isolant biosourcé, donc c'est pas un isolant inflammable, enfin voilà, il brûle pas, et du coup on n'a pas besoin de le protéger par un écran thermique. Voilà, sinon la paille, le métis, le chanvre, enfin tout, on doit les protéger par au moins du plâtre ou du bois assez épais. Ouais, c'est vrai que le bois ça pouvait aussi marcher, je me rends compte en vous parlant. Donc mais là on l'a recouvert de moquettes, donc surcyclée par les résilientes. Donc c'est de la moquette qui provient d'un salon. Voilà, c'est de la moquette, des centaines de mètres carrés de moquette qu'on dépose à la fin d'un salon. Et elle se retrouve là, repiquée par les résilientes avec tout un graphisme qui donne à l'espace une qualité certaine, surtout vu la qualité donc, des détails, tous les arcs, tous les traitements des angles et qui sont particulièrement jolis. Là, c'est le... Et puis, c'est intéressant, surtout pour la tapisserie, en fait, de retravailler cette compétence, parce qu'aujourd'hui, on les a un peu... Enfin, on n'en a plus, en fait, des tapissiers sur les chantiers. Et finalement, on voit qu'il y a le champ des possibles en tapisserie textile est immense. Et on peut s'amuser... Enfin, il y a énormément de choses à faire. Donc pour ça, c'est intéressant de retravailler toutes ces questions-là. Là, c'est un travail qui a été fait avec Laurentine Périlou autour de la corde de salles d'escalade, donc de réemploi. Les salles d'escalade,
bang, la corde, elle est plus aux normes parce qu'elle a servi tant d'heures, donc bang, faut la jeter. Mais là, on s'en sert pour faire un habillage des grilles métalliques en macramé géant. Donc, l'entreprise La Travailler Vie a été formée par Laurentine Périlou au macramé géant sur les grilles. Voilà. C'est nouer, comment faire des nœuds, comment plier. Aussi le papier sulfurisé, ça c'est au départ une idée de Junior, qui est un artiste qui a fait plein de luminaires à la Maison des Canaux avec ça. Donc on s'est dit mais c'est génial cette matière papier sulfurisé, donc déclassé aussi du papier sulfurisé qui n'était pas parfaitement sulfurisé, donc qui ne servait plus à l'usine de papier sulfurisé. Donc on le prend, on l'utilise pour faire... bon, à droite, c'est une photo de Marine qui s'est fait un luminaire pour chez elle. On ne l'a pas mis sur le chantier, mais à gauche, enfin on aurait pu, hein, mais ce n'est pas le cas. À gauche, c'est Marine, donc à l'agence que vous avez vue tout à l'heure avec le carrelage. Nous, on a fait ce qu'elle nous a dit. Elle était chef pliage, donc avec un de ses copains. Et elles ont fait la gaine en origami, tout. Enfin voilà, ça c'est à l'agence, interne à l'agence, pas payé. Voilà. Mais bon, c'est bien amusé. C'était rigolo. Et ici, les stores en toile de montgolfière. Réalisés donc avec de la vieille toile de montgolfière. C'est toujours pareil, la sécurité, ça marche plus sur la toile. Elle a trop servi, machin. Qu'est-ce qu'on fait de sa vieille toile de montgolfière? Il y a plein de trucs à faire avec, et notamment les stores. Donc là... donc ils ont reçu quand même un traitement anti-UV en plus parce que la toile de montgolfière ça le faisait pas, et le design a été vu avec la Maison du Canot, donc c'est tous les designs qu'on a vus sur les habillages et tout, c'est vraiment ça colle à leur charte. Donc nous on a travaillé avec eux pour coller à la charte de la Maison des Canaux. On a refait d'autres trucs après avec le store, avec la toile de montgolfière. Et la menuiserie circulaire. Donc là, autour d'une porte palière, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut imaginer autour de la porte palière? Donc on a réutilisé tout la structure de ces portes, donc verticale et horizontale. Les petits morceaux donc horizontaux, on s'en est servi avec à travers fil pour réaliser la treille devant la terrasse, et les morceaux donc verticaux, on s'en est en fait les parties horizontales on les a mis en verticale, et les parties verticales on les a mis à l'horizontale pour le parquet de la terrasse. Donc qu'on voit ici, ça c'est vraiment sur ce chantier. Donc on était en conception-réalisation, comme je vous disais tout à l'heure. On n'aurait pas pu imaginer tous ces détails si on avait été toute seule en marché public. Enfin là c'est un marché public, mais comme ils étaient déjà désignés au moment du concours, les entreprises, on a travaillé dès le moment du concours les détails avec eux. Les résilientes, elles sont venues à l'oral du concours avec un bout de cloison acoustique qu'elles avaient déjà commencé à réfléchir. On est venu avec un proto qu'avait réalisé aussi à travers fil au moment du concours. Donc sans eux, on n'aurait jamais fait tout ça, et c'est ça qui est super sympa, et c'est ça que je vous disais au départ, c'est que le champ des possibles est beaucoup plus important quand on travaille avec des gens qui connaissent vraiment bien la matière et qui savent comment la transformer. Évidemment, on ne va pas faire ça tout seul, et ce serait un peu plus ennuyeux. Donc... et les tout petits bouts, là on ne voit pas la photo, mais les tout petits bouts qui nous restaient des portes ont servi à faire les raccords donc, de démolition du mur dont on parlait tout à l'heure, pour faire la petite mosaïque en bois. Donc ça, le maître d'ouvrage a accepté le risque de
réaliser ces mini bouts, ces mini raccords en bois plus plâtre, parce que ça n'a pas de PV, ça n'a pas d'avis technique, enfin, ça a toutes les chances de se déchausser un jour ou l'autre, mais comme si c'est une petite surface, ou pas, peut-être que ça n'a pas de chance de se déchausser, mais pour l'instant, ça vieillit bien, mais c'est vrai que c'est pas sollicité, on marche très peu dessus, c'est pas des énormes endroits. Peut-être que ça fonctionnerait même avec du trafic, mais en tout cas, on n'aurait pas pu leur assurer que tout allait bien se passer. Donc, ils ont pris ce risque-là pour ces mini-morceaux. Et voilà, je n'ai plus de diapositives à vous montrer, mais je peux répondre à des questions si vous souhaitez. Pas de questions? Si? Vas-y. Merci. Et merci, parce que ça fait plaisir de voir des projets comme ça, où j'ai l'impression que l'humain et le reste du vivant et tout plein de choses sont vraiment prises en compte. Et moi, j'avais une question qui est plus à une autre échelle, qui n'est pas une question technique, mais qui est à l'échelle de la production de la ville. C'est comment vous dealez avec le fait que ces projets-là, enfin, tels que vous les présentez, moi j'ai l'impression que c'est souvent des projets, sans être méchant, c'est des projets de compensation au regard de comment on continue à produire de la ville, comment on continue d'artificialiser des sols. Et au passage, je ne peux pas m'enlever de la tête la situation à Nantes, à l'est de Nantes, avec le quartier des Goards, où avec l'agence Guinée-Potin, il y a aussi l'artificialisation de sols qui sont des terres maraîchères. Et donc voilà, ma question, c'est vraiment à l'échelle au-dessus du projet, parce que je pense que là-dessus, c'est vraiment exemplaire. Comment vous arrivez à dealer et à vous sentir à l'aise avec tout plein d'autres types de production urbaine, quoi. Nous, notre solution, de dealer avec ça, c'est d'essayer de ne pas artificialiser les sols. On essaie, comme je te disais, de construire au minimum et d'être et justement d'être dans cette démarche-là. Ça a aussi peut-être un impact sur l'extraction, de voir quelle matière on n'extrait plus. Et l'impact de notre production, c'est rien par rapport à ce qui se passe. Donc je sais pas trop quoi te dire de plus. Excuse-moi. Merci beaucoup pour toute votre présentation. Moi, j'avais une question un peu par rapport à votre parcours et à votre carrière. De savoir si vous aviez eu des personnes, des architectes, des références, voilà, des personnes qui vous ont un peu inspiré, qui ont été des guides. Je ne sais pas si dans votre carrière, vous avez toujours travaillé de cette manière-là, ou est-ce qu'à un moment donné, il y a eu un virage. Voilà. À la fois la question de quand date cette démarche et puis la question des références. Merci. Nous, cette démarche en fait d'ancrer au territoire, elle date depuis longtemps, parce qu'on est un peu deux petites agences, Clara et moi, on est deux agences unipersonnelles, et on a fusionné nos deux personnes pour faire Grand 8, et tout de suite Marine est arrivée en 2019. Mais au départ, donc, on a été très ancré dans le territoire de fait, parce qu'on fait on faisait des petits projets à petite échelle. Et donc, vraiment, c'est le projet de la ferme du Rail qui nous a fait plus conscientiser les choses, et aussi nous donner un pied à l'étrier, parce que ça nous faisait une belle référence. Et du coup, on pouvait aussi répondre à des marchés publics. Grâce à ça, c'était plus facile. Même si avant on répondait aussi à des marchés publics, mais sur des plus petits programmes. Et après, dans les références,
Il y a c'est surtout des références aussi contemporaines, des architectes qui nous entourent, comme Faire avec, l'atelier Aino à Marseille. Voilà, toute cette génération d'archis qui nous entoure et qui nous emporte avec eux. Alors bonsoir, merci pour votre présentation. J'avais une question sur le projet de la ferme du rail. Vous nous avez beaucoup parlé du coup de matériaux. Je voulais savoir si aussi vous aviez travaillé avec de la ventilation naturelle, par exemple. Pas sur la ferme du rail, mais sur la maison des canaux. Là, ce que je vous montrais tout à l'heure, l'habillage en origami, c'est des gaines de ventilation naturelle. Et la ferme du rail en ventilation, c'est une VMC simple flux. Voilà, il n'y a pas c'est ni double flux ni naturel. Pour des questions de maintenance, on l'a travaillé à la Maison des Canaux, cette question de la ventilation naturelle, et on la travaille aussi sur le projet de Ivry, où on fait une pension de famille de 28 chambres, 28 studios, 28 logements en ventilation naturelle aussi. Et un autre projet en étude sur une salle de spectacle en ventilation naturelle. Pour l'instant, le seul projet construit, c'est la Maison des Canaux. Ventilation naturelle double flux avec récupération de chaleur pour la Maison des Canaux. Merci à tout le monde. Bonne soirée.